Bonjour Roger, merci d'avoir accepté cette interview. Merci bien. Je suis très honoré d'accueillir Roger aujourd'hui. C'est une grande chance pour moi parce que c'est vrai que Roger a fait ses études avec mon père en comptabilité, donc il y a quelques années maintenant. Et, euh, et puis, il a eu toute une vie dans le secteur de la comptabilité. Il a managé des équipes de comptabilité, etc. Donc, il va nous présenter son parcours tout à l'heure. Et donc, pour moi, ça a été vraiment une grande chance de pouvoir m'entretenir avec Roger au moment où j'ai voulu créer mon activité. J'ai eu cette chance. Mon père m'a dit, écoute, j'ai mon ami d'enfance, Roger, qui connaît bien la partie. Si tu veux, tu pourrais parler un peu. Il va t'expliquer deux, trois trucs. Et pour moi, ça a été vraiment fondamental parce que c'était vraiment comment dire, quelque chose qui me semblait essentiel, de pouvoir avoir des conseils, d'avoir un, un regard sur la gestion. Alors justement, Roger, aujourd'hui, je sais que tu es retraité, que tu as quand même des missions de supervision, que tu es aussi aux côtés de ton fils qui est lui expert comptable aussi. Comment tu te définirais aujourd'hui, Roger? Merci déjà de cette présentation. Effectivement, j'ai été responsable d'un cabinet d'expertise comptable pendant 36 ans, 37, 38 ans exactement, 38 ans. Avant, j'étais déjà responsable de deux autres cabinets précédemment, mais le dernier, j'y suis resté 38 ans, où effectivement, j'accompagnais les créateurs d'entreprises dans beaucoup de professions différentes. On va le développer tout à l'heure, aussi bien des activités artisanales, commerciales, libérales, effectivement. J'avais en plus une spécialisation auprès des agriculteurs, donc j'avais aussi un certain nombre d'agriculteurs. Donc un cabinet que j'avais créé, le dernier cabinet que j'ai créé de toutes pièces, j'ai commencé effectivement à l'époque avec une secrétaire. Et lorsque j'ai transmis à mon fils, puisque je viens de transmettre à mon fils, j'ai fini avec 25 collaborateurs et collaboratrices. Aujourd'hui, c'est Alexis qui a repris mon cabinet et qui continue la gestion de tous les clients qu'on a pu engranger au fur et à mesure des années. Donc effectivement, pour le moment, je suis retraité à 95% environ, assistant comptable, parce que maintenant je ne suis plus qu'assistant comptable, pour ne pas générer de charges supplémentaires. On va en parler à mon fils auprès de son cabinet, donc assistant comptable à peu près à 5%, quoi. Donc je suis encore les vieux clients qui sont presque maintenant des amis. Je m'occupe des cas difficiles, effectivement, où il y a besoin d'historique. C'est pour ça qu'Alexis me fait encore confiance et puis a besoin de temps en temps de mon appui et de mes compétences, si minimes soit-elles, pardon, parce que effectivement, ça lui apporte encore une petite sécurité pour certains dossiers. Donc voilà, je suis à l'aube de ma vie professionnelle quasiment, et maintenant voilà un peu de calme, un peu de relaxation au niveau professionnel. Je vais pratiquement plus qu'une fois par semaine au cabinet, mais j'interviens encore effectivement dans les Greta, dans certains organismes de formation à la demande ou des corrections d'examen. Voilà, c'est encore ma partie. Ça me permet de sortir de temps en temps aussi du domicile. Voilà, pour la présentation personnelle. Merci Roger pour cette présentation. Alors justement, en tant que assistant comptable, comptable, responsable d'agence comptable, etc. Qu'est-ce qui t'a fait le plus vibrer dans cette vie professionnelle? Alors, dès le départ, effectivement, ce n'était pas forcément une voie que j'avais choisie. Comme tu l'as dit, j'étais avec ton papa en études de comptabilité dans un lycée à Alençon. Et puis, ce n'était pas la voie par laquelle je me destinais, mais il n'y avait que cette branche-là dans ce lycée-là. Et donc, j'ai suivi les études de comptabilité. Et en fait, après, j'ai embrassé ce métier avec passion au fur et à mesure que je le découvrais. Donc, il a beaucoup évolué, effectivement, mais la principale chose, et ce qui m'a permis dès le départ d'apprécier ce métier, c'était personne. À l'époque, en plus, c'était très particulier, puisqu'il y avait beaucoup de clients qui étaient à cette époque-là ce qu'on appelait au forfait.
Et donc, ça nous obligeait à aller discuter avec les contrôleurs des impôts. Dans chaque centre des impôts, à l'époque, c'était dans l'Orne. Donc, je discutais avec les inspecteurs des impôts de Flers, de Domfront, d'Alençon, forcément, Argentan. Et donc, ça nous permettait de rencontrer dans plusieurs milieux différents des personnes, des intervenants auprès de toutes ces personnes-là. Et donc, on avait une collaboration très, très proche, effectivement, entre ces personnes et avec les clients, puisqu'on servait d'intermédiaire avec les clients. Donc là, c'était la partie intéressante, la rencontre avec les clients et les différents intervenants. Après, bien entendu, ce qui m'a fait plaisir, c'est de pouvoir créer mon propre cabinet par la suite, et puis de le développer, de créer des emplois. Et donc, comme m'avait dit le grand patron un jour, hein, Monsieur Rousselot, pour ne pas le citer, qui lui-même avait commencé dans son garage, et aujourd'hui, en 2005, il était devenu le premier cabinet indépendant de Basse et Haute-Normandie. Et lui m'avait dit, soyez fiers, hein, parce que moi j'étais toujours très modeste, il m'a dit, non, soyez fiers, vous avez créé des emplois, ça a permis à des personnes de s'installer sur la région de Vire, de créer une famille, d'acheter leur maison, de construire leur maison. Donc, c'est grâce à vous. Donc, non, il n'y a pas de modestie. Soyez fiers de votre parcours. Donc, ça m'avait fait très, très plaisir. Tu vois. Et ça, c'est un élément, effectivement, qui aujourd'hui, de temps en temps, me sert de moteur, un moteur au ralenti maintenant, un moteur au ralenti, mais qui fait que j'ai réussi, si je puis dire, ma vie professionnelle, quoi. Merci pour ce partage. C'est vrai que c'est pas rien d'avoir permis justement cette création d'activité. C'est beau. Alors, si on revient vraiment sur cette activité que tu as créée, justement, quelle est sa raison d'être à la comptabilité? Alors, j'imagine qu'il y a des gens qui sont déjà experts, qui écoutent peut-être cet entretien, et c'est bien pour eux, ça va leur rappeler les fondamentaux. Et puis, il y a aussi des gens qui découvrent, qui veulent se lancer peut-être en entrepreneur ou en artisan, et ils ne savent pas très bien peut-être la raison d'être d'un cabinet de comptabilité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Alors, oui, effectivement. Il faut savoir aujourd'hui qu'en France, les textes aujourd'hui n'obligent pas à avoir un comptable pour tenir ces documents à déposer à l'administration fiscale. Mais effectivement, c'est tellement compliqué, si on n'a pas une notion ou des bases assez solides en comptabilité, c'est difficile de soi-même d'aller déposer tous ces documents administratifs. Et avec l'informatique aujourd'hui, ça en a remis une couche, excusez l'expression, mais tous les documents aujourd'hui doivent être déposés, doivent être envoyés par lien informatique. Et donc là, il faut à la fois l'équipement informatique et les compétences en comptabilité pour pouvoir tenir sa propre compta. Alors la compta, c'est une chose, elle n'a pas tellement bougé depuis de nombreuses années. Le plan comptable est très très vieux, donc lui, il ne bouge pas beaucoup. Par contre, ce qui bouge, c'est la fiscalité. Et là, la fiscalité, c'est du travail de tous les jours. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut potasser tous les textes qui sortent tous les jours, qui sont de plus en plus compliqués. On ne va pas faire de critique, mais ils sont élaborés par des énarques ou par des hauts fonctionnaires. Et quelquefois, nous sommes obligés de nous mettre à plusieurs pour les comprendre et pouvoir en extirper la partie intéressante pour chaque client. Alors donc, effectivement, la difficulté, bon, on ne va pas se plaindre, mais dans un cabinet comptable, comme on s'occupe de plusieurs types de dossiers différents, comme je disais tout à l'heure, aussi bien des artisans, des commerçants, des professions libérales, des agriculteurs, et à l'intérieur de ces professions-là, chaque législation a sa situation propre. Donc là, c'est encore plus difficile. Il faut effectivement à chaque fois lire et puis dire, voilà, cet article-là concerne un de mes clients sur les 500. Moi, j'avais à peu près 500 clients. Peut concerner un de mes clients. Donc, il faut que je la retienne, il faut que je la note et puis que j'aille voir si je peux l'appliquer pour lui faire bénéficier d'un abattement, d'un avantage, d'une aide, d'une exonération. Voilà, c'est le but du comptable, puisque nous sommes les intermédiaires entre le client et l'administration fiscale.
Alors, bien entendu, on se met du côté du client parce que le but du comptable, c'est d'essayer, alors ça va peut-être faire sauter certaines personnes au plafond, mais d'essayer de faire payer le moins d'impôts possible à notre client tout en restant dans les règles fiscales et sociales parce qu'on s'occupe aussi du social. Alors, ça, c'est un domaine, on va pouvoir y revenir, mais qui est très lié à quelque activité que ce soit parce qu'à partir du moment on souhaite employer du personnel sous une forme ou sous une autre, il faut effectivement passer par des bulletins de paie, des déclarations et ainsi de suite. Donc là, c'est encore un autre domaine que l'expert comptable traite au sein de son cabinet. Et donc là, c'est encore une demande supplémentaire au niveau des informations et des formations. Donc là, voilà, c'est très vaste. Hein. La partie comptable est très vaste. Quand on parle du comptable, on le voit comme dans le temps avec les vieux manchons et puis à écrire et quelqu'un de triste et de gris. Non, non, c'est plus ça. Il ne faut plus que ce soit ça. Voilà. Merci Roger pour cette réponse. Donc c'est clair que moi, je peux témoigner, ça, le fait d'avoir eu recours à un cabinet d'expertise comptable ici en Guadeloupe, ça m'a vraiment simplifié la vie, ça m'a facilité la vie. Je pense que c'est vraiment le rôle aussi du cabinet de pouvoir assister et d'être aux côtés du dirigeant pour lui simplifier la vie, le faciliter la vie, parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire, tout simplement. Enfin, c'est trop, Non, c'est un métier. C'est un métier. Alors, évident, c'est évident. Alors justement, pour toi, quelles sont les règles d'or pour une gestion saine? Alors, effectivement, alors avant puisque effectivement, quand on parle aussi de ta situation, de ton cas précis, mais qui reflète l'ensemble des personnes désirant s'installer. Donc, avant, effectivement, prendre conseil auprès d'un expert comptable ou d'un comptable, c'est très important parce qu'effectivement, il ne faut pas se lancer, même si c'est un rêve qu'on veut réaliser à tout prix, il faut quand même garder les pieds sur terre et raison garder. Et donc pour cela, avant, il faut faire un petit cheminement comptable et fiscal et financier. Parce qu'effectivement, avant de se lancer, il faut être à peu près sûr quand même que l'activité qu'on va créer va permettre de dégager suffisamment de résultats positif, il faut qu'il soit positif, pour pouvoir vivre soi-même et à l'avenir faire vivre sa famille. Donc, effectivement, ça, c'est déjà important. Et le conseil de l'expert comptable, il est là justement pour cette chose-là. Alors, des fois, c'est peut-être un peu difficile à entendre pour le créateur qui voit son projet, qui se voit déjà parti, effectivement, et s'occuper de ses propres clients. Mais il faut malgré tout, effectivement, revenir à des bases un peu plus terre à terre pour être sûr qu'on ne se lance pas à l'aveuglette dans une chose où on va investir ses capitaux éventuellement qu'on avait déjà mis de côté pour les perdre en quelques années et puis se retrouver plus malheureux au bout de quelques années que lorsqu'on a créé l'entreprise. Donc là, le conseil du comptable ou du fiscaliste est très important pour ça. Et effectivement, c'est ce que je m'étais amené, ce que c'était amené à voir ensemble pour que tu puisses te lancer dans de bonnes conditions. Alors après, on va rentrer dans le cadre de la gestion saine, effectivement, un projet mûrement réfléchi, réaliser un prévisionnel d'installation, bien entendu, pour justement savoir où on va, parce que il y a des chiffres, il faut savoir qu'il y a l'administration de l'autre côté, et puis il y a les organismes financiers, parce qu'on ne peut pas se lancer sans une aide aussi financière. Ça, c'est même si on avait les capitaux, ce qu'on avait discuté à l'époque, il ne faut surtout pas investir ses capitaux dans son projet. Une partie de ses capitaux, bien entendu, parce qu'à l'inverse, le banquier va les demander, l'administration va les demander, mais il ne faut pas aller au-delà de 20 à 30% maximum d'investissement financier personnel. Donc, pour cela, effectivement, il faut réaliser un prévisionnel d'installation. Et puis, dans ce prévisionnel d'installation, pouvoir justifier qu'on arrive à un équilibre financier entre effectivement les charges qu'on va avoir à payer, les remboursements d'emprunts qu'on va avoir à payer, les besoins personnels, donc familiaux, qui vont être nécessaires tous les mois ou tous les jours pour faire vivre effectivement l'entourage familial.
Et ça, c'est une gestion saine. Alors, bien entendu, le BABA, pas dépenser plus qu'on ne gagne, ça c'est évident, mais bon, Il faut le pour cela, répéter plutôt effectivement, 2 fois qu'1. ouais, voilà. Et donc ça, la comptabilité, ça aide à vérifier ces choses-là, pardon, ces choses-là. Et puis, réagir aujourd'hui, alors là, avec le monde de l'informatique, à la vitesse où ça va aujourd'hui, réagir très très vite à toute situation qui pourrait amener à une dégradation quelconque. Donc là, effectivement, la gestion saine, voilà. Il faut rester simple. Comme je dis toujours à mes clients, à mes créateurs, quand j'en avais, plus c'est simple, plus ça fonctionne. Donc, surtout pas aller compliquer les choses. Il faut essayer de les comprendre. Et à partir du moment où on comprend bien les choses, on les gère bien. Voilà, ça, effectivement. Voilà une gestion saine de mon côté, hein, de mon point de vue. Alors, effectivement, ça peut être encore plus élaboré, mais voilà, en restant simple, c'est les points qu'il faut surveiller. Merci Roger. En tout cas, moi, je témoigne pour m'être lancé en auto-entrepreneur. Je suis vraiment parti de la base. Et ensuite, j'ai été voir Roger justement au moment donné où j'ai voulu me lancer en entreprise au réel simplifié. Mais finalement, avec le recul, ça aurait presque été plus stratégique d'aller voir d'emblée un expert comptable. Mais moi, vraiment, je conseille à toutes les personnes qui n'ont pas encore créé d'entreprise de bien prendre en compte ça et d'aller prendre un conseil le plus rapidement possible parce que c'est vraiment essentiel, quoi. Merci en tout cas pour tous les autres éléments de réponse, notamment avec effectivement le côté gestion, de ne pas dépenser plus que ce qu'on peut, etc. Bien sûr. Alors justement, par rapport à ce jeune créateur d'entreprise, Roger, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais ou alors la question que tu lui poserais? Il y en a plusieurs, effectivement. Alors, les comptables, c'est pas des gens, c'est pas des rêveurs en général. J'y reviens encore, hein. Donc, effectivement, souvent le créateur, il a un rêve à réaliser. Et tant mieux, et c'est très bien. Au contraire, il en faut des rêves. Mais il faut pas que ce soit des rêves utopiques, quoi. Donc, il faut quand même vérifier un certain nombre de choses. Donc, première chose, c'est quelle est sa motivation pour créer sa propre entreprise. Quels sont ses souhaits en matière de gains financiers, effectivement. Est-ce qu'il veut gagner beaucoup d'argent, développer une grosse entreprise, ou est-ce qu'il veut juste créer sa propre entreprise et se dégager une rémunération suffisante pour lui-même et sa famille? Est-il prêt à assurer l'organisation de son travail? Parce qu'à partir du moment où on devient indépendant, là, les horaires, c'est soi-même qui les fixe. On doit commencer à telle heure, on doit finir à telle heure, ou pas forcément. Quelquefois, si on veut que ça marche, on n'est pas obligé de respecter et on ne peut pas toujours respecter les horaires. Et effectivement, est-ce qu'on veut créer des emplois? Et là, voilà, c'est la motivation première. Alors après, nous, en fonction de ces éléments-là que la personne va nous donner, on va pouvoir lui donner des conseils à la fois financiers et comptables et fiscaux pour justement après démarrer dans son activité dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Merci Roger, c'est vraiment essentiel cette partie-là. Je pense que c'est une vraie pépite, je pense, pour des créateurs. Et alors justement, moi, je me replace à ce moment où tu m'avais expliqué tout ça. Vu que j'avais pas du tout fait d'études entre guillemets dans le commerce, voilà, c'était nouveau pour moi. Et tu m'avais expliqué justement les différentes choix qu'on avait justement entre le micro, la société individuelle, la SARL, la SASU, etc. Peut-être qu'il y a de nombreuses personnes qui se perdent et moi, tu m'avais fait un conseil excellent. D'ailleurs, je suis encore dans le choix que tu m'avais conseillé. Donc franchement, et ça avait changé complètement ma gestion et parfois, je suis avec certains créateurs d'entreprises et je leur dis, mais comment ça se fait que tu n'es pas dans un autre statut? Parce que du coup, ça peut vraiment générer des problèmes quand on se trompe de statut. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ça rapidement, la différence entre le micro, le réel? Voilà, alors donc effectivement, il y a plusieurs statuts pour l'entreprise, lorsqu'on crée son entreprise. Alors il faut séparer le statut juridique, le statut fiscal, le statut social. Ce sont trois choses complètement différentes. Alors le statut juridique, quand on parle de statut juridique, c'est est-ce qu'on s'installe en travailleur indépendant dans une entreprise individuelle ou est-ce qu'on s'installe dans une société sous forme sociétaire? Voilà, les formes sociétaires, il y en a des trentaines, des quarantaines, il y en a plusieurs formes sociétaires.
Mais ça, c'est déjà la première chose qu'on doit choisir. Alors aujourd'hui, en plus, l'année 2022 qui vient de commencer, vient encore de mettre encore plus à l'abri les personnes qui s'installent en situation individuelle, en entreprise individuelle. Parce qu'auparavant, effectivement, le fait de créer une entreprise individuelle, si jamais ça marchait mal, si ça tournait mal, si on allait jusqu'au dépôt de bilan, à la liquidation, à la faillite, on pouvait y laisser toutes ses économies et même tous ses biens propres qu'on n'avait plus avoir depuis plusieurs années auparavant. Alors maintenant, là, on avait depuis quelques années, même en exploitation individuelle, mis à l'abri la résidence principale des créateurs. Aujourd'hui, ils viennent de sortir un nouveau texte. Donc, ça a été indiqué. Alors, je ne sais pas si le texte est encore sorti, hein, mais c'est sorti au niveau de l'Assemblée nationale, où on mettra à l'abri la totalité du patrimoine de l'exploitant, même en exploitation individuelle. Parce qu'effectivement, le fait de créer une société, ça permettait de mettre à l'abri, on crée un écran entre effectivement l'exploitant lui-même et les différents organismes qui gravitaient autour lorsqu'on crée une société. Et on était responsable à hauteur du capital qu'on mettait dans sa société. Eh bien, le fait de créer une entreprise individuelle aujourd'hui, on va pratiquement être dans les mêmes conditions. Et les dernières mesures, même en exploitation individuelle, on va même pouvoir opter à l'impôt sur les sociétés dans une entreprise individuelle aujourd'hui. Donc pareil, ça vient de sortir en 2022. Donc voilà, le choix de l'individuel et de la société, après, va reposer sur d'autres critères. Si effectivement on s'installe avec un copain, un ami, avec une amie ou même sa femme et qu'on veut avoir un statut très particulier, pourquoi pas créer une société? Mais créer une société, c'est forcément un peu plus lourd. Ça demande des statuts déposés au greffe du tribunal, des règles, une comptabilité un peu plus lourde également, qui est différente, donc pas toujours si simple à comprendre. Donc pour ça, déjà, le statut juridique, là, il faut en discuter avec son comptable et lui saura vous dire dans un premier temps sous quelle forme commencer. Alors, on peut toujours commencer, ce que je disais aussi à mes clients, on peut commencer sous un statut individuel et au bout de 5-6 ans, si effectivement on se rend compte que ça marche très bien et pour une raison ou pour une autre, on veut évoluer sous une forme ou sous une autre, on peut créer une société. Une société, ça se crée en 15 jours. Donc voilà, il faut pas brûler les étapes, il ne faut pas aller trop vite. Il faut vraiment que ça corresponde à l'individu aussi. Il ne faut pas non plus le faire parce que le banquier l'a conseillé, parce que l'expert comptable, des fois, le conseille, parce que l'avocat le conseille. Non, il faut que ça corresponde vraiment à nos attentes personnelles, enfin aux attentes du créateur. Il ne faut pas toujours se laisser partir par des conseils qui sont quelquefois, bon, on va pas rentrer dans le détail. Si, mais si, tu peux le dire. Tu peux le dire, Roger, parce que moi-même, oui, ben ça peut arriver. Je me rappelle très bien qu'on m'avait conseillé l'EIRL et justement, j'avais choisi l'EI parce que ça me faisait des frais d'avocat en moins. Et donc, il se peut que la personne qui m'avait conseillé l'EIRL, justement, était intéressée par rapport au fait qu'il allait être commissionné par rapport à l'avocat. Donc, tu avais raison. Voilà. Oui, c'est intéressant de savoir que le plus simple est le mieux, peut-être. Ouais. Ah, toujours. Ça, il faut garder ce vieil adage, plus c'est simple, mieux c'est. Donc, ça, il faut le garder. Alors, ça, c'était la partie juridique, donc individuelle ou société. Après, on a la partie fiscale. Effectivement, micro-entreprise ou réelle. Alors, aujourd'hui, on peut démarrer en micro-entreprise et puis opter au réel, pareil, dans quelques années. Alors, par le passé, puisque la micro-entreprise, c'est relativement récent. Donc, les comptables n'étaient pas très engageants et engagés sur la micro-entreprise parce que c'est pas, d'abord, il n'y a pas de compta à tenir ou ce qu'on appelle une vraie compta. Donc, ce n'était pas forcément ce qu'on avait appris à l'école. Et puis, on ne voyait pas tellement les tenants et les aboutissants. Et puis, nous, on était toujours, en tant que comptable ou expert comptable, intéressés par les belles entreprises. Les micro-entreprises, voilà, pour nous, ce n'était pas réellement des vraies entreprises. Mais aujourd'hui, voilà, une micro-entreprise, c'est une réelle entreprise. Donc, effectivement, c'est juste un régime fiscal qui est différent, où effectivement, on taxe l'exploitant sur son chiffre d'affaires. C'est un bénéfice
forfaitaire. Donc, on revient au fameux forfait que j'ai parlé tout à l'heure en commençant la présentation. Dans le temps, on discutait des forfaits auprès de l'administration. Bien là, maintenant, c'est un peu la même chose, sauf qu'on ne discute plus le forfait. On déclare son chiffre d'affaires et suivant le type d'entreprise, si c'est artisanal, commercial, profession libérale, agriculture, on a un bénéfice forfaitaire en fonction du chiffre d'affaires. Donc là, tout ce qui est de plus simple, ça ne coûte rien, on n'est même pas obligé de passer par un expert comptable, on peut le faire soi-même. Il faut juste tenir un livre des recettes et un livre des dépenses. Voilà, et c'est à l'année civile. Alors qu'au réel, effectivement, là, c'est un peu plus compliqué. On a une comptabilité qu'on tient au jour le jour, enfin, qui doit être tenue au jour le jour lorsqu'on a des recettes en espèces ou des choses comme ça. Et le comptable, lui, tient ça au mois pour la TVA, ça on pourra en parler si on est assujetti et ainsi de suite. Mais effectivement, là, on va sortir un compte de résultat, un bilan. Donc là, il y aura tous les éléments professionnels de l'activité d'un côté, et puis toutes les charges et toutes les recettes professionnelles de l'autre. Et tout ça, c'est enregistré dans alors maintenant sur informatique, bien entendu, qui permet de sortir un bilan. Et donc, ce bilan va nous déterminer un résultat et un compte de résultat qui va nous déterminer un résultat au centime près. Au centime près. Et là, le résultat réel de l'entreprise. Alors forcément, c'est un peu plus lourd, un peu plus compliqué et forcément plus coûteux. Voilà. Donc là, un autre choix également qu'il faudra opérer et qu'il faudra avoir avec son expert comptable ou alors l'avocat, c'est plus son rôle. Le juridique, c'est l'avocat, mais la partie fiscale, c'est plutôt l'expert comptable, effectivement. Savoir si on démarre en micro pendant quelques années et puis si effectivement, au bout de quelques années, on n'a pas intérêt à opter pour le réel, ou si la micro-entreprise se développe toute seule et énormément, d'office, on passe au réel. À partir du moment où on a dépassé un certain seuil de chiffre d'affaires, toujours pareil, en fonction de l'activité, agricole, artisanale, commerciale ou profession libérale, l'administration vous dira, top, terminé, maintenant vous n'êtes plus en micro-entreprise, vous passez au réel. Et donc là, obligatoirement tenu de la comptabilité. Oui, pas obligatoirement l'expert comptable, toujours pas, mais il faut tenir une comptabilité et déposer ce qu'on appelle une liasse fiscale une fois par an. Voilà le principe de la partie fiscale. Merci Roger. Alors quand même, j'aurais aimé préciser quelque chose pour les personnes parce que ça va très vite, mais entre, entre le micro et le réel, c'est environ 30 000 euros, c'est ça, hein. Au-delà de 30 000 euros, c'est plus de la micro. Et l'avantage d'être en réel, c'est qu'on va déduire les charges. C'est-à-dire que chaque charge, c'est ensuite chiffre d'affaires moins les charges égale un bénéfice. Ça n'a rien à voir avec la micro. Alors que la micro, on ne peut pas déduire ses charges. Donc, pour les gens qui ont des investissements à faire… C'est forfaitaire, voilà. Voilà. C'est forfaitaire. L'administration estimait que un commerçant, donc on allait lui faire un abattement de 71% sur son chiffre d'affaires, et donc le bénéfice, ça allait représenter la différence. Un prestataire de service, ça va être de l'ordre de 50%, et donc ça veut dire que son bénéfice sera 50% de son chiffre d'affaires. Une profession libérale, on va avoir un abattement de 34%, ce qui veut dire que son bénéfice sera la différence par rapport à cet abattement. Voilà, donc c'est profession par profession, enfin, grand cadre de profession, profession libérale, artisan, commerçant, prestation de services et agriculture. Voilà, donc pareil, c'est le même principe aujourd'hui, on est en micro-entreprise et le bénéfice, c'est un bénéfice forfaitaire, voilà, déterminé par l'administration fiscale. Voilà. Merci Roger, c'est vrai que c'est tellement complexe à appréhender par métier. C'est vrai que quand on croit comprendre, en fait, on n'a pas compris. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est relativement complexe. Pareil, je disais aussi à mes clients, il faut au moins 1 an, voire 3-4 ans pour comprendre complètement le cheminement de son entreprise et l'activité. Il faut qu'il y ait eu au moins 1 an pour avoir déposé un bilan, avoir déposé un compte de résultat, avoir été consulter les banquiers et ainsi de suite. Donc, il faut avoir fait le tour complet de l'entreprise pour pouvoir comprendre tous les tenants et les aboutissants. Avec nous, on est baigné dedans, c'est facile, mais quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'a aucune notion comptable, tout ça, il faut qu'il l'apprenne voilà, en 1 an. Donc, c'est relativement pas facile, quoi. C'est clair. Alors justement, moi au départ, j'étais complètement perdu parce que c'est vrai que quand on a été salarié, souvent on touche un net et on s'occupe de rien.
Et quand on passe entrepreneur, du coup, on découvre toute une myriade d'organismes, donc les retraites, la maladie, la formation, la TVA, les impôts, etc. Donc on est un peu perdu. En plus, ils ont des noms différents. On ne comprend même pas forcément que la retraite, ça correspond à un organisme, vu que le nom n'est pas toujours très clair. Est-ce que toi, avec ton recul, tu pourrais nous expliquer simplement, peut-être pour une situation qui correspondrait au réel, parce que finalement, c'est quand même assez simple au micro, justement, toute cette myriade d'organismes qu'on va devoir payer. Voilà. Alors oui, donc effectivement maintenant, et heureusement d'ailleurs, c'est plus simple. C'est plus simple. Dans le temps, on parlait effectivement du RSI, tout le monde criait après le RSI. Donc les cotisations sociales des indépendants. Alors maintenant, le RSI a disparu, tout ça a été pris en charge par la sécurité sociale. Donc tous les appels de cotisation sont faits par l'organisme de sécurité sociale. Alors, je te fais grâce, sauf les professions libérales qui ont encore deux caisses différentes, qui ont la sécurité sociale d'un côté, l'URSSAF, et les caisses vieillesse de l'autre côté. Mais pour un artisan commerçant aujourd'hui, tout relève de la sécurité sociale. Et à l'intérieur de cette caisse de sécurité sociale, donc effectivement, on a malgré tout une différence. Si on est indépendant, bien entendu, on a des cotisations sociales qu'on paie sur son bénéfice. Donc, pareil, c'est des cotisations sociales forfaitaires. C'est-à-dire qu'il y a tant de pourcents pour la maladie, tant de pourcents pour la vieillesse, alors, quand on dit vieillesse, c'est les retraites, tant de pourcents pour les allocations familiales, ce sont les trois gros montants importants, les accidents du travail, la formation continue. Voilà, donc toutes ces cotisations qui sont appelées auprès de l'artisan ou du commerçant sont appelées par l'URSSAF. Et s'il est en micro-entreprise, il va payer des cotisations sur son chiffre d'affaires, s'il est micro-entrepreneur. S'il est au réel, il va payer les cotisations, bah, forcément, le taux n'est plus le même, sur son bénéfice. Et ça revient à peu près à quelque chose près, ça revient au même. Hein. Forcément, on va avoir 22% par exemple sur le chiffre d'affaires, on va avoir 40% sur le bénéfice. Mais globalement, c'est à peu près, ça revient à peu près au même. Donc ça, on est indépendant. Mais aujourd'hui, on a les mêmes cotisations sociales qu'un salarié et on a quasiment les mêmes garanties sociales aussi qu'un salarié. Par contre, il ne faut pas perdre de vue aujourd'hui, c'est que si on a des cotisations sociales à 40%, alors qui peuvent paraître lourdes à un indépendant, et c'est toujours la critique qui a été faite, malgré tout, celles-ci sont moins importantes que si on est salarié de sa propre entreprise. On parlait tout à l'heure de société, et donc si on est en société, quelquefois, l'intérêt, c'est d'être salarié de sa société. Donc aujourd'hui, salarié de sa société, soit SARL ou soit SAS. On peut dans ces cas-là. Mais aujourd'hui, à revenu identique, c'est-à-dire que si on se base sur un salaire ou un bénéfice de 2 000 euros par mois, par exemple, donc effectivement, un artisan indépendant avec un bénéfice de 2 000 euros par mois, il va payer 40% de cotisation sur 2 000. Si on est salarié, pour avoir 2 000 euros, on ne va pas payer 40%, on va payer 60% de cotisation sur les 2 000 pour avoir quasiment les mêmes garanties. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue non plus aujourd'hui. Après, c'est un choix, effectivement, de la personne qui crée son entreprise, qui dit non, moi, je préfère une sécurité, je préfère être salarié, et donc on crée une SAS, ou alors aujourd'hui, on va pouvoir être salarié, même ça risque de passer sous forme indépendante, ça va venir assez rapidement, mais il faut savoir que ça va être un petit peu plus cher. Et pour avoir à la sortie quasiment les mêmes couvertures. Il y a une petite différence encore sur la retraite, mais c'est vraiment pas très important. Alors, ce qu'il faut savoir, lorsqu'on est salarié donc de sa propre entreprise, on ne cotise pas au chômage. On n'a pas droit au chômage à la sortie. Donc, effectivement, là, l'intérêt, on peut prendre des caisses privées de chômage, par contre. Ça, c'est à la mode aussi depuis quelques années. Pour compenser l'égalité entre un vrai salarié et un salarié chef d'entreprise, voilà, ils ont créé des caisses indépendantes de chômage où effectivement on peut cotiser, qui garantit le jour où il y a dépôt de bilan ou cessation d'activité ou cession de l'entreprise, eh bien, d'avoir le droit au chômage comme il existe aujourd'hui pour un vrai salarié.
Voilà. Donc ça, c'est la partie sociale, effectivement, qui n'est pas à négliger non plus et à laquelle il faut réfléchir avant de se lancer dans son entreprise. Voilà. Ah, c'est un peu plus lourd, hein. Ça c'est un peu plus compliqué, Ouais, cette c'est partie plus sociale. compliqué à comprendre, c'est sûr. Surtout que tu n'en as pas parlé, mais encore, il y a encore l'aspect aussi CFE, TVA, impôts, après Alors ça, bénéfices, voilà. formation professionnelle. Alors voilà, effectivement, là, tout à fait. Là, effectivement, lorsqu'on est à son compte, comme on disait dans le temps, lorsqu'on est travailleur indépendant, on va devoir payer une CFE, qui était l'ancienne taxe professionnelle. Donc, et donc, en fonction des éléments que l'on possède, en fonction des salaires que l'on verse, donc c'est un peu plus compliqué. Mais là, pareil, c'est le comptable qui se charge de ça, ou l'administration directement qui sait, à partir du moment qu'on a fait les fiscales, donc ça c'est l'ancienne taxe professionnelle. Après, effectivement, TVA. Alors, TVA, il ne faut pas mélanger. D'une part, on va rentrer un peu plus dans le détail, comptable ou fiscal cette fois. Ce qu'on appelle les impôts directs et les impôts indirects. Alors, les impôts directs, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire qu'on paye de l'impôt sur ce qu'on gagne. Ça, c'est de l'impôt direct. L'impôt indirect, la TVA. Ah, la TVA. Alors, la TVA, c'est pas, quand on est chef d'entreprise, c'est pas, on appelle ça un impôt, mais c'est pas un impôt, parce que c'est de l'argent qu'on collecte auprès de ses clients. C'est-à-dire que quand on vend une fleur, un bouquet de fleurs, effectivement, on va devoir encaisser de la TVA sur son client. On va vendre le bouquet de fleurs 10 euros, et en fait, il y a 2 euros de TVA sur ce bouquet de fleurs qu'on va devoir redonner à l'administration. Mais à l'inverse, pour avoir vendu ces fleurs, il va falloir les avoir achetées précédemment. Et lorsqu'on achète le bouquet de fleurs, on va l'acheter 5 euros. Et bien sur ces 5 euros, pareil, il y a 1 euro de TVA. Eh bien, on va faire la différence entre la TVA qu'on a collectée auprès de notre client lorsqu'on lui a vendu le bouquet de fleurs et la TVA qu'on a payée lorsqu'on a acheté à notre fournisseur ce bouquet de fleurs. Et on va reverser la différence à l'administration fiscale. Donc, ce n'est pas une charge. La TVA n'est pas une charge. On sert d'intermédiaire auprès du trésor public. Voilà. Donc, effectivement, alors c'est un peu plus compliqué. Là, on parlait des fleurs. Il y a un taux de TVA sur les fleurs. Il y a un taux de TVA sur les prestations de services. Il y a un taux de TVA sur les constructions dans le bâtiment. Il y a un taux de TVA sur les honoraires du comptable. Il y a un taux de TVA sur l'alimentation. Alors là, effectivement, pareil, là, il faut avoir un conseil et un comptable Ah oui. pour être sûr, lorsqu'on fait une déclaration de TVA, de ne pas se tromper dans le taux de TVA qu'on va devoir déclarer à l'administration. Voilà. Merci pour tous ces détails, justement, parce que ça, je pense que ça fait prendre conscience peut-être à des personnes qui nous écoutent que c'est très complexe, que si on veut gérer ça tout seul, c'est très stressant. Alors que quand on fait appel à un professionnel, ça nous simplifie la vie, ça nous allège, ça nous rend heureux. Et en fait, et en plus, tu fais travailler aussi un professionnel qui lui adore ça. Donc c'est gagnant-gagnant. Bien sûr, c'est le but, c'est que tout le monde y retrouve son compte. Effectivement, les honoraires comptables, c'est malheureusement une charge, effectivement, mais on disait par le passé que logiquement, les honoraires comptables ne doivent pas être une charge. À partir du moment où le comptable vous apporte des conseils ou vous apporte des techniques pour faire des économies, la charge de la comptabilité, les honoraires du comptable, eh ben, ils sont compensés par toutes les Ouais. économies ou tous les gains qu'on a pu vous faire avoir de l'autre côté. Bon, ça, c'est en partie vrai. C'est en partie vrai maintenant, mais effectivement, il y a un petit peu moins forcément, parce que voilà. Non, mais c'est clair, c'est vraiment un détail, hein, les honoraires par rapport à tout ce soulagement et ce soutien qu'on peut trouver justement. Alors, est-ce que tu pourrais maintenant, je ne sais pas, parler peut-être de différents organismes qui pourraient venir en soutien en dehors de l'expert comptable pour, par exemple, le créateur? Ah oui, oui, absolument. Et ça, il faut pas le louper parce que c'est dès le départ. C'est avant de créer son entreprise qu'il faut effectivement faire toutes les démarches nécessaires pour pouvoir bénéficier de ces aides, ces abattements. Ça, c'est très important. Et là, il faut s'y prendre à l'avance. Alors, effectivement, l'administration a une grosse part
d'aide pour les créateurs. Donc, il y a les aides indirectes liées à la situation du créateur, la situation précédente du créateur avant de créer son entreprise. Donc, s'il était demandeur d'emploi, il a droit effectivement à des aides, ce qu'on appelle l'ARS, ou l'anciennement l'ACRE, donc maintenant ça s'appelle l'ARS, les aides Pôle emploi. Donc, on peut maintenir ces aides au chômage tout en étant installé à son compte et dégager des bénéfices. Donc là, on a deux possibilités, soit le maintien du salaire à 80-85% à peu près, pendant 2 ans, donc ça, ce qui n'est pas négligeable, ou soit la moitié des droits, c'est-à-dire que si on a été salarié pendant 20 ans, alors logiquement aujourd'hui, on a des droits qui sont de 24 mois, eh bien, on a droit à la moitié de ces droits de chômage, donc environ 12 mois de chômage, qui sont versés en 2 fois lors de la création d'entreprise. Donc ça, c'est les aides Pôle emploi. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Alors tout dépend de la situation du créateur avant de se lancer dans son entreprise. Donc pour cela, il a le dossier auprès de Pôle emploi. Ils ont des services exprès qui vont dire tout de suite, en fonction du numéro de la personne, ce dont il a droit et ce dont il pourra bénéficier comme aide. Donc ça, ce n'est pas négligeable et ça, il faut le faire avant. Alors aujourd'hui, on a aussi, on se repenche de plus en plus là-dessus parce que là, il y a un gain énorme. Entre autres, nous, au cabinet, on est en train de revoir toutes ces situations-là, des installations dans certaines zones qui permettent des exonérations fiscales importantes. Alors, quand on dit exonération fiscale, c'est-à-dire que ce sont des exonérations d'impôts. Directement. Et donc, lorsqu'on crée son entreprise individuelle ou lorsqu'on crée une entreprise en société, on a droit à des exonérations d'impôts si on s'installe en ZRR, en zone de revitalisation rurale, en ZFU, en zone franche urbaine. Il y a d'autres zones aussi, effectivement, si on s'installe à l'étranger, alors pas à l'étranger, mais dans des dom-toms, voilà, où on a des aides aussi particulières. Donc tout ça, voilà, ce sont des dossiers à déposer avant le démarrage de l'activité. On a un petit délai pour le faire un petit peu après, mais en général, il vaut mieux le faire avant. Et on interroge l'administration. Il est préférable d'interroger l'administration, déposer ce dossier-là pour être sûr qu'on va pouvoir bénéficier de ces exonérations. Donc là, ce n'est pas négligeable parce que c'est 0 impôt pendant 5 ans. 25% la 6e année, 50% la 7e année et 75% la 8e année. On est pratiquement pendant 8 ans sans payer beaucoup d'impôts. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Alors tout dépend où on s'installe. Alors c'est vrai qu'il y a des petits malins aussi, on en a eu au cabinet, qui souhaitent changer quelquefois de lieu pour bénéficier de ces exonérations-là. Alors, ce n'est pas toujours évident, mais pourquoi pas. Ou changer aujourd'hui, la règle aussi vient d'être modifiée, ou changer de régime, on en a parlé tout à l'heure, de régime juridique. Donc, si effectivement on passe d'exploitation individuelle en société, eh bien, de ce fait-là, si on est dans une ZRR, on peut en bénéficier. Donc, ce n'est pas négligeable. Ce sont des conseils qu'il faut prendre aussi régulièrement auprès de son expert comptable pour savoir si on peut pas en bénéficier, pourquoi pas en profiter si tel est le cas. Voilà. Donc ça, les exonérations de l'État. Si on crée une société, on a aussi des crédits d'impôt sur les parts sociales, c'est-à-dire que si on investit 8 000, 10 000, 20 000 euros dans sa société, on a droit à un crédit d'impôt sur l'investissement en capital de sa société. Donc ça, voilà, c'est une demande qui se fait auprès de l'administration lorsqu'on dépose sa déclaration de revenus. Pas à négliger non plus. Les subventions. Après, il y a toutes sortes de subventions. Les communes aussi, certaines communes qui veulent voir revenir des artisans, des commerçants ou certaines professions libérales subventionnent l'installation de leurs entreprises. Donc là, il faut faire le tour, pareil, de la commune pour demander au maire ce dont on peut bénéficier. Il y a des subventions régionales et bien entendu, il y a des subventions nationales suivant le type de création et d'entreprise qu'on va créer.
Alors après, donc il y a d'autres formes, hein. Il y a l'ADI ou l'ADI, hein. Ça, c'est effectivement les gens qui ne peuvent pas avoir d'emprunt, qui ne peuvent pas avoir d'aide, des gens qui n'ont pas de capitaux, qui veulent créer leur entreprise, mais qui n'ont pas aucun moyen à leur disposition. Donc, il y a des associations qui sont là pour aider ces entreprises, ces futures entreprises, ces futures personnes qui veulent se lancer dans l'exploitation. Il y a des aides aussi spécifiques aux femmes. Il y a l'aide aux femmes. Donc là, il y a une association qui aide les créatrices d'entreprises. Donc c'est spécifique. Donc elles peuvent se rapprocher de ces associations pour avoir des aides ou des appuis auprès des organismes financiers pour pouvoir créer leur entreprise. Et une des dernières, alors j'en passe, hein, elles ne sont pas toutes là, mais une des dernières aussi, il y a l'aide aux artistes, aux sportifs, hein, ce qu'on appelait dans le temps le défi jeune. Donc, si on crée une entreprise qui est liée à l'art ou au sport, on peut se rapprocher du ministère de la Jeunesse et des Sports et essayer d'obtenir une aide pour la création de son entreprise, une aide directe. Donc, j'ai quelques personnes qui ont créé leur entreprise et qui ont pu en bénéficier à une certaine époque. Donc, ça existe toujours. Voilà, donc les différentes aides. Donc, ça, il ne faut pas les négliger. Et il faut aller voir sur Internet, toutes ces informations-là apparaissent. Hein. Donc, après, on risque d'être noyé. Et puis, on ne bénéficie pas forcément de tout. Donc, toujours pareil, voilà, allez voir son conseil ou son comptable et qui va vous dire ce dont on peut bénéficier. Merci pour toutes ces pépites, Roger. C'est vrai que moi, perso, dans mon cas, j'ai eu l'ACRE, c'est-à-dire l'aide aux demandeurs d'emploi, c'est tout. J'avais regardé d'autres aides, mais bon, ça n'avait pas fonctionné. Mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est incontournable, c'est sûr. Merci pour toutes ces pépites. Je pense que vraiment, les créateurs et les entrepreneurs en place, s'ils ne l'ont pas déjà compris, enfin, ça, je pense qu'ils l'ont compris, savent que leur expert à leur cabinet comptable est vraiment leur ami incontournable. C'est évident, c'est notre client, on doit défendre notre client. Ça serait difficile de comprendre l'inverse. Ouais. J'en vois pas, j'en connais pas. Quoi. Non, mais c'est bien, c'est important parce que parfois, il y en a qui ont un petit peu peur. C'est vrai, il y a certains créateurs se font toute une montagne même de l'URSSAF, alors qu'en fait, il y a des êtres humains et on peut aller leur parler. Ils ne sont pas là non plus pour nous faire du mal. Ils font leur Oh, job du et tout, du tout, du tout. bien sûr. Absolument, absolument. Alors, est-ce que tu aurais une dernière chose, je ne sais pas, à ajouter au sujet je sais pas, de l'entrepreneur ou un conseil ou je sais pas, une question ou un message, je ne sais pas. Un message, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on veut réaliser un rêve, il faut surtout essayer d'y aller. Hein. Un rêve, c'est un rêve. Il ne faut pas le laisser tomber, il ne faut pas l'enfuir au fond de sa poche. Après, voilà, il faut malgré tout garder les pieds sur terre. Les rêves peuvent se réaliser, mais il faut faire attention. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller prendre conseil. Alors, je n'ai pas parlé, il y a des organismes aussi